Et on va prendre On y va? Oui. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, nous allons ouvrir cette séance du 5 février 2020 consacrée à des communications libres. Je vais déjà donner la parole à notre secrétaire de séance, Jean-Claude, qui va nous faire le rapport de la séance précédente. En vous remerciant de votre travail fidèle et constant effectué, monsieur le secrétaire de séance, je vous remercie et je vous laisse la parole. Donc la dernière séance a débuté par une éloge du professeur Bernard Lobel, qui est disparu récemment, par Claude Abou. C'est une éloge qui a été très émouvante, qui fait par son... C'était un ami très proche, et ça a été fait en présence des membres de la famille. Le sujet principal était les innovations en chirurgie plastique et en médecine régénérative. C'était sous la coordination de Michael Atlan de Paris, et la première chose, c'est qu'il s'excusait de l'absence du professeur Lantieri, qui devait faire une communication et qui a été remplacé par une reconstruction, un peu le point sur la reconstruction de ma mère en 2020. Après un rappel des enjeux évidents de la reconstruction de ma mère, et je crois qu'ont été évoquées les deux techniques principales, c'est-à-dire des lambeaux, mais de l'implant mammaire, et il a focalisé son propos sur l'ensemble des implants, qui est la technique la plus usitée, et qui a constitué pour lui et pour nous une révolution pour les résultats esthétiques. Cependant, un problème majeur des implants est celui de la constitution de capsules rétractives qui surviennent dans 25% des cas, avec principalement sur les prothèses lisses. Alors cette complication a été réduite à 2 ou 3% par l'introduction des implants texturés, ce qui est largement utilisé en France. Mais récemment, ces prothèses ont été interdites par l'ANSM car responsables de lymphome à larges cellules, avec 800 cas mondiaux rapportés, 58 en France et un total de 4 décès. Cette complication n'apparaît que sur les prothèses texturées. Ensuite, la présentation a constitué à nous montrer les nombreuses études qui cherchent à identifier le mécanisme causal de ces lymphomes. Et ces lymphomes induits semblent être en relation avec la présence du biofilm, des réactions inflammatoires sur les microtextures des prothèses, et aussi avec des problèmes infectieux associés. Donc les questions, Philippe Marr demandait pourquoi la coque est-elle différente des coques habituelles? S'agit-il de colonisation bactérienne? Alors la réponse d'Atlan, c'est le biofilm semble être colonisé par des bactéries avec une correspondance, on trouve une relation avec la survenue des lymphomes et une flore de bacilles gram négatifs qui n'est pas habituelle sur ce type de prothèse. Richard Villet, est-ce qu'il y a une place du silicone dans le phénomène? Et la réponse, il semble que le silicone n'intervient pas et que seule la texture soit en cause. Claude Abou, existe-t-il d'autres expériences de lymphome induit? La réponse, oui, des cas ont été décrits en orthopédie sur des prothèses et même sur des boîtiers de chimiothérapie. Pourquoi pas de scandale aux États-Unis, demande Claude Abou. Eh bien, il n'y a pas d'utilisation des prothèses texturées et simplement des prothèses lisses. Communication de Quentin Casmiard de Villejuif, une nouvelle anatomie, application aux lambeaux fins. Alors jusqu'à présent, les lambeaux fins correspondaient essentiellement aux lambeaux cutanés de l'avant-bras, pédiculés sur l'artère radiale. L'auteur pense que ce lambeau est délabrant au niveau esthétique et nécessite des greffes compensatoires. Il était donc nécessaire de trouver des lambeaux fins d'autres localisations, par exemple sur la cuisse, l'abdomen, les zones glutéales, en prélevant, et c'est ça qui est important, sur une perforante cutanée transmusculaire en gardant le fascia superficialis qui permet des anastomoses vasculaires.
Donc, ce qui est important, c'est que la possibilité de ces lambeaux est due à l'utilisation de l'éco-Doppler, à la réalisation de cartographies importantes de ces perforantes et d'une connaissance avancée du type de vascularisation cutanée. Ces lambeaux ont élargi les possibilités de reconstruction. Ils demeurent assez fins, et notamment en cas d'antécédent de radiothérapie. Question de Philippe Marr, les complications. Sur 100 cas, l'auteur rapporte 12% de nécrose partielle. Richard Villet, quid de la fluorescence? Donc, réponse de l'auteur. C'est un élément très intéressant au cours d'évaluation pour prédire la survie avec des tests sur le lambeau in situ et surtout des tests après le lever où la prédiction semble plus fiable. Patrice Leflotte-Prigent, que pensez-vous de l'exemple illustre de Tagliocosi greffant la peau de l'avant-bras? Donc une discussion qui s'est ouverte un peu sur l'historique des lambeaux. Claude Abou, anastomoses vasculaires sont-elles faites au robot? Non. Réponse de Quentin. Trop de complications, c'est long. La microchirurgie conventionnelle pour ces vaisseaux qui sont légèrement inférieurs à 1 mm. Benoît Chaput, Toulouse. Reconstruction des membres, des lambeaux musculaires ou lambeaux propelleurs. Alors, le lambeau propeller, c'est en hélice, simplement. Quand le lambeau est isolé, on peut tourner sur son pédicule veineux et artériel pour pouvoir l'adapter au mieux à la surface à recouvrir. Donc, il nous parle des premières descriptions du lambeau cutano-adipo-para-ombilical et longtemps les lambeaux de lissement locaux musculo-cutanés étaient utilisés pour les couvertures de perte de substances importantes. Aujourd'hui, on revient à la présentation précédente, la meilleure connaissance de l'anatomie vasculaire de la peau et des tissus sous-cutaneux via les vaisseaux perforants a permis de développer ces fameux lambeaux perforants. Ils augmentent les possibilités thérapeutiques et techniques, ils peuvent pivoter sur eux-mêmes, s'adapter aux zones à couvrir avec cependant un plus grand risque de nécrose. Il faut parfaitement sélectionner la perforante par un écho-Doppler, ça on le comprend, mais le vrai problème est celui du retour veineux parce que le twist sur l'artère ne pose pas énormément de problèmes, mais sur la veine, il y a un risque de nécrose de 10%. Question de Philippe Marr, pourquoi les lambeaux complexes et risqués alors que des lambeaux musculo-cutanés semblent plus fiables? Dans la réponse, il y avait pour l'innovation, mais aussi moins de morbidité, notamment fonctionnelle, que les lambeaux musculaires. Alors Pascal, l'artère peut-elle tourner à 180 degrés? Oui, sans problème. Le risque de twist concerne la veine qui est plus facilement comprimée. Claude Abou, que faire chez les diabétiques et les artériopathes? Alors, réponse, pas véritablement de problème, parce que l'artériopathie touche en général les gros vaisseaux ou les collatérales, mais beaucoup moins la circulation périphérique, et finalement, la collatéralité, et ces perforantes sont alimentées par la collatéralité. Voilà, Richard Villet, utilisez-vous les sangsues en cas de stase veineuse? Et la réponse a été oui, rarement. Romain Bosque de Créteil, réalité augmentée, os et lambeaux. Alors, on nous présente l'article de Rose en 93 qui marque l'entrée de la chirurgie réparatrice maxillofaciale dans l'ère des technologies nouvelles, acquisition tomographique des lésions du patient en 3D avec image de rendu de volume, création de fantômes, et la CAO, utilisée d'abord dans l'industrie, conçoit les objets virtuels nécessaires pour la reconstruction et les guides de coupe, matérialisation des prothèses par impression 3D, guidage péropératoire en réalité augmentée. Alors l'auteur, depuis 8 ans, s'est affranchi, voilà ce qu'il vient nous présenter, s'est affranchi des industriels pour réaliser l'ensemble de ces étapes qui se font dans le service. Il dit qu'obtenir un gain financier substantiel important, une suppression des délais, et l'expérience est satisfaisante de cette technologie, puis il rapporte 51 reconstructions complexes consécutives. Il dit que ce sont des techniques reproductibles et améliorables, puisqu'on travaille soi-même sur les logiciels et on y passe du temps, une grande flexibilité de programmation, et elles sont idéales pour la formation et l'entraînement des jeunes. Alors, Quentin Cassema, réalité augmentée en chirurgie faciale et application au brûlé pédiatrique.
Donc on revient, ça se rapproche beaucoup de la précédente. L'imagerie 3D et ses applications fait progresser les reconstructions vers plus d'esthétique avec réalisation de guides de coupe précis d'exérèse, de choix des prothèses, d'ostéosynthèse et de réalisation des trous de préforage. Elle bénéficie aussi bien aux os qu'aux parties molles. C'est ça qui est intéressant. Il insiste beaucoup sur le fait qu'on peut travailler sur les parties molles. Tous ces avantages sont dus à la capacité de réaliser du sur-mesure et d'autoriser avec précision des réparations complexes en cancérologie, en traumatologie. Ces technologies sont un apport considérable pour la reconstruction des lésions majeures observées chez les brûlés pédiatriques qui ont été rapportés en exemple avec une ou deux observations. Les deux présentations suivantes touchent à la biologie. Alors, Barbara Hersan de Créteil, régénération tissulaire, PRP graisse, application potentielle et cadre juridique. Alors, les propriétés trophiques des cellules souches mésenchymateuses en font une source d'utilisation majeure de la médecine régénérative. La voie classique utilise des cultures cellulaires à partir de traitements par manipulation substantielle. Ce terme est important puisqu'il est à la base de la réglementation, classant ces produits dérivés en médicaments de type innovant soumis à une réglementation restrictive. Madame Hersan présente des techniques de préparation mécanique classant ces biomatériaux en préparation cellulaire utilisables en extemporané au cours de nombreux gestes chirurgicaux. Un focus est fait sur les potentialités du plasma riche en plaquettes et son utilisation associée ou non en médecine régénérative. Et sa conclusion, la médecine régénérative est-elle l'avenir de la chirurgie? À quand l'injection ciblée d'organites ou de métabolites facteurs de croissance? Ali Mojalal de Lyon, ingénierie tissulaire et issue de la graisse. L'auteur nous présente les principes de la thérapie et de l'ingénierie cellulaire avec deux voies principales, la réversibilité et la reprogrammation. La présentation est centrée sur les conséquences de la découverte en 2001 des cellules souches dans le tissu adipeux, lignée mésenchymateuse, facilement accessible dans la graisse abdominale, permettant une préparation de biomatériaux, permettant l'utilisation opératoire dans de nombreuses disciplines chirurgicales. Principales indications des ASC, régénération cellulaire et tissulaire avec efficacité différée en rapport avec la sécrétion progressive de nombreux métabolites. Deuxièmement, la restauration de volume des tissus mous. Troisièmement, ingénierie tissulaire, où il est nécessaire d'utiliser une matrice pour reconstituer des tissus ou des organes, peau, muscles, cartilage, os, avec des résultats spectaculaires comme des allogreffes de la face et des reconstitutions de trachées. Je vous remercie infiniment, mon cher Jean-Claude, de cet excellent résumé de nos communications de la semaine dernière. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des remarques à faire? Je considère donc que le rapport qui vient de nous être présenté par Jean-Claude est définitivement acquis et je vous remercie. Voilà, avant que d'ouvrir la séance, je voudrais vous dire que l'Académie a bien travaillé parce que nous avions une réunion du bureau ce matin qui a été très animée, très riche. Je vous en donne quelques mots-clés. Déjà, nous avons évoqué la participation de l'Académie nationale de chirurgie et de notre fondation au sein d'une action sociale qui vise à recevoir et à donner des conférences auprès de jeunes lycéens et collégiens. Tout ceci a été adopté au bureau. Et je rappelle que ceci a été initié par la Compagnie nationale des experts près la Cour de cassation et Claude est ici pour le représenter. Il a été invité au bureau et je pense que dans les actions sociales de l'Académie nationale de chirurgie, c'est une mission qui doit effectivement perdurer. En ce sens, le professeur Claude Alper Benamou, qui est membre de notre conseil d'administration, a été chargé de suivre le dossier, bien sûr, en concordance avec les différents intéressés. Nous avons évoqué aussi d'autres, comment dirais-je, non pas problèmes, enfin vis-à-vis de l'avenir, puisque nous allons avoir, compte tenu d'un anniversaire à la faculté de médecine de Montpellier, donc on a élaboré le programme. Enfin, nous avons évoqué ce qu'on appelle le problème de la DEI et en particulier des e-mémoires. Alors, on est encore un tout petit peu en retard, mais je tiens à remercier Pascal, je tiens à remercier Patrice Lefloc-Prigent, Bernard Ovassian, bien sûr, pour leur investissement, parce que tout ceci ne peut se faire qu'avec un travail tout à fait extraordinaire et nos secrétaires
catéter et en particulier Fatiha dans le cas particulier. Alors on a évoqué bien d'autres problèmes. Sachez que l'Académie nationale de chirurgie continue à s'investir. On a évoqué la place des jeunes aussi. Enfin, on a fait plein de choses. Donc on a bien travaillé ce matin. Voilà les informations que voulait vous donner votre président.